C'est drôle, ce matin, je suis accompagnée que d'hommes. À la mise en onde, il y a François. On avait Paul Terrien qui était là. J'accueille un autre homme, Renaud Manuguera. Bonjour. Bon matin, Stéphanie. Contente que tu sois là. Tu vas faire avec nous un peu le bilan des innovations de la dernière année. On va regarder ce qui s'est passé en sciences, en santé, un peu ce qui a retenu l'attention, ce que toi, t'as vraiment apprécié de la dernière année. Oui, tu t'es vraiment penché sur la question. Oui, c'est passé vraiment beaucoup de choses cette année. On a eu du fond de l'espace jusqu'au fond des laboratoires. Il y a vraiment eu des innovations partout. Ça a vraiment été une année très excitante en 2015. Et puis, on va commencer en parlant d'Ebola. On n'a comme pas le choix. Il y a une découverte très importante qui a été faite durant l'année 2015 et ça permettra de sauver pas mal plus de vies. On parle du vaccin qui est là pour contrer Ebola. Oui, l'année dernière, la crise d'Ebola, ça a vraiment été un événement majeur en santé. Oui. C'est une épidémie qui a duré plus qu'1 an. Ça a touché énormément de gens, surtout en Afrique de l'Ouest, mais beaucoup aussi, il y a eu certains cas en Europe, puis même aux États-Unis. Donc, ça s'est quand même, pour la première fois, répandu assez loin. Il y a eu 28 000 personnes qui ont été infectées, puis là-dessus, il y en a 11 000 qui sont mortes. Donc ça, c'est presque 50 % de mortalité. C'est assez énorme. Et depuis le début de l'année, au début 2015, on avait encore quelques cas à gauche, à droite, mais pour l'instant, on considère que l'épidémie est terminée. Pour le vaccin, là, est-ce qu'on peut dire que c'est efficace, cette découverte? En ce moment, il y a 2 vaccins qui sont en train d'être testés et le plus efficace, c'est celui qui a été développé au Canada. Donc, il y a eu, en ce moment, on peut même dire qu'il y a 100% d'efficacité. Donc, ça, c'est quand même assez surprenant comme chiffre. Sur les 7500 patients qui ont été vaccinés, même après exposition à la maladie, il n'y en a aucun qui l'a développé. Et ça, c'est assez surprenant parce qu'Ebola, c'est une maladie extrêmement contagieuse. Donc, on pourrait vraiment se servir de ce vaccin-là pour contenir une future épidémie. Et étant donné qu'il n'y avait aucun remède pour Ebola jusqu'à maintenant, ça reste une excellente nouvelle. Tout à fait. Tu regardes aussi, tu as regardé ce qui s'est passé aussi dans d'autres secteurs en santé. Qu'est-ce qui retient l'attention? Oui, en santé, une des avancées les plus importantes, ça a été fait grâce à un nouvel outil qui s'appelle CRISPR. Ça, CRISPR, c'est un ciseau. Comment qu'on pourrait appeler ça? Comment qu'on pourrait qualifier ça? Ce serait un genre de ciseau moléculaire qui serait capable de reconnaître précisément de l'ADN et de remplacer un gène par un autre. Donc ça, jusqu'à date, les modifications génétiques, c'est quelque chose qui existe depuis quand même assez longtemps, mais ça n'a jamais été aussi facile à faire qu'avec cet outil-là, avec CRISPR. Et même s'il a été découvert en 2012, c'est en 2015, cette année, donc, que les chercheurs ont vraiment commencé à maîtriser cet outil-là. Par exemple, ils ont réussi à modifier génétiquement un moustique pour qu'il soit plus capable de transmettre la malaria. Okay. Donc ça, pour les crises humanitaires puis les maladies qui se répandent par les parasites, c'est vraiment une excellente nouvelle. D'autant plus que cette propriété-là, le moustique peut la transmettre, peut la donner à ses descendants. Donc, ça peut vraiment se répandre assez rapidement dans une population. D'un autre côté, il y a aussi des chercheurs chinois qui, eux, ont modifié un gène défectueux qui cause des maladies dans des embryons humains. Ça, c'est une nouvelle qui peut être importante, mais qui a causé un petit recul, qui a fait aussi beaucoup de craintes chez les experts parce que certains chercheurs ont peur qu'on soit à modifier les codes génétiques sans trop savoir les conséquences de nos actions. Et puis, pour le reste de l'année, tu parlais tantôt l'espace qui a retenu l'attention. Je parle pas de Star Wars ici. Là. Hey. Ça a été une excellente nouvelle, la sortie du nouveau Star Wars. Oui, je sais, tu as vu le film, tu es un fan. Oui, quand même. Oui. Pour les autres nouvelles, dans la vraie vie, là, qu'est-ce qui s'est passé? La nouvelle la plus excitante du côté de l'espace, ça a vraiment été le retour de Pluton sur la scène internationale. Pluton qui était vraiment tombée dans la disgrâce depuis qu'elle avait perdu son titre de planète en 2006. Donc, c'est maintenant une planète naine. Puis, à juste titre, parce qu'il faut rappeler qu'elle est plus petite que la Lune. Donc, c'est pas très gros à l'échelle planétaire. Et elle était tellement petite et lointaine qu'on n'avait aucune image de qualité jusqu'à cette année. Cette année où la sonde New Horizon, qui a pris 9 ans et demi avant de se rendre à destination, elle a parcouru 5 milliards de kilomètres. Donc, c'est vraiment assez très loin. Elle y a trouvé une planète qui, au départ, on imaginait morte et sans relief, mais elle a vraiment pris vie. Pluton a vraiment pris vie sous nos yeux. On a trouvé on a pris des photos de plaines, de montagnes, de canyons. On a même trouvé un territoire qui ressemblait un peu à un cœur. Ça fait jaser, hein? Oui, c'est la photo qui a circulé le plus sur Internet, un peu comme si Pluton nous pardonnait de l'avoir délaissé.
c'est cute. C'est la magie de Noël. Est-ce qu'on a appris d'autres éléments aussi au sujet de l'espace? Oui, pour ce qui est de Pluton, l'information la plus spectaculaire qu'on a trouvée, c'était que la planète aurait aussi une atmosphère et que si on s'y trouvait à sa surface, le ciel serait bleu. On pense même qu'il neige sur Pluton, mais à moins 220 degrés par une chaude journée, c'est vraiment, à cette température-là, la glace, l'eau, c'est un peu du granit, donc on pense plus que s'il neige, c'est autre chose, comme par exemple de l'azote. Ah, je comprends. Et puis, tu parlais, de l'espace, on parle du système solaire aussi. Cette année, on aura peut-être compris que l'eau n'est finalement pas rare. Non, on croyait que le système solaire était très sec avant 2015, mais c'est vraiment plus le cas maintenant. Trouver de l'eau, c'est quelque chose de très important pour les chercheurs parce que, comme on le sait, c'est la base de la vie telle qu'on la connaît. Donc, si on trouve de l'eau quelque part, ça va vraiment augmenter nos chances d'y trouver de la vie. Puis, au pire, au mieux, ça va aussi nous aider à nous faciliter la tâche si jamais on décide de s'y installer. Où on a trouvé de l'eau exactement? À plusieurs endroits. Le premier endroit, c'est Mars, donc un vieux classique, où on a finalement trouvé la preuve qu'il y aurait de l'eau à sa surface. Bon, pas beaucoup, puis probablement extrêmement salé, mais il y aurait de l'eau quand même. On a observé des coulées de boue saisonnières sur le long de certaines montagnes martiennes, ce qui laisse penser que quand l'été revient, il y aurait fonte de glaciers sur ces montagnes. Ensuite, on aurait trouvé de l'eau sur Cérès. Ça, c'est une planète naine qu'on retrouve dans la ceinture d'astéroïdes qu'il y a entre Mars et Jupiter, donc pas trop loin de chez nous. On y a observé cet été d'étranges points lumineux. Ça aussi, ça fait un peu le tour des réseaux sociaux. Finalement, on a découvert que ces points lumineux-là, c'était un mélange de glace et de sel qui reflétait la lumière du Soleil. Et donc, ça laisse croire qu'il y a un océan qui est congelé sous la surface de la planète. Puis finalement, on aurait trouvé un océan gigantesque sous la surface gelée d'une des lunes de Saturne, Encelade. Mais ça, c'est pas trop loin du Soleil, tout ça? Oui, c'est assez loin normalement, ce serait trop loin pour avoir de l'eau liquide. Ça devrait être de la glace, mais il y a quelque chose de spécial qui se passe dans ce coin-là. C'est un peu comme la Lune qui va causer les marées sur la Terre. Autour des lunes de Saturne, la gravité de Saturne est tellement forte qu'elle serait capable de générer de la chaleur entre la glace et la roche d'Encelade. Donc, à certains endroits, l'eau pourrait même, à cause de la friction, être chauffée jusqu'à 90 degrés Celsius. Donc ça, c'est un peu comme les sources géothermales qu'on a dans les océans sur Terre ici. Puis c'est des endroits qui sont généralement assez débordants de vie. Donc ça pourrait être un endroit intéressant à aller regarder. On change de créneau, on va parler des nouvelles technologies. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être mentionné pour l'année 2015, les découvertes? Quelque chose qui m'a assez impressionné, c'est l'été dernier, il y a un laboratoire japonais qui nous a montré un appareil qui pouvait générer des hologrammes dans l'air. Bon, ça à date, c'est rien de spécial, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des hologrammes qui peuvent être touchés. Donc, si on essaie de toucher à cette image-là qui flotte dans le vide, on va sentir une résistance, puis l'image pourrait même réagir au contact. Ah oui? Ça fonctionne de quelle façon? L'appareil, la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il va utiliser des rayons laser pour générer ce qu'on appelle du plasma. Ça, du plasma, c'est un état très énergétique de la matière qu'on peut retrouver un peu partout. Des fois, c'est dans des endroits pas très dangereux, comme dans des téléviseurs, dans les gaz lumineux, des tubes néons qu'on voit dans la rue. Mais dans d'autres cas, c'est des endroits dans lesquels on voudrait vraiment pas être, comme dans les éclairs ou à l'intérieur du Soleil. Bon, vous pourriez avoir peur de vouloir mettre votre doigt en contact avec le même genre de matière qu'on trouve dans le Soleil. Je pense que oui, hein? Ouais, vous auriez raison. Mais ce qui rend l'appareil intéressant et moins létal, c'est que le laser va s'activer et s'éteindre à un rythme incroyablement rapide. On dit de l'ordre des femtosecondes. Ça, je peux même pas le qualifier tellement c'est rapide. C'est vraiment une milliardième de seconde. Mais c'est juste assez rapide pour qu'on puisse interagir avec l'image sans se vaporiser les doigts. Donc, l'équipe espère que, au fur et à mesure que cette technologie va évoluer, on pourrait l'utiliser dans différents outils de divertissement, comme des téléviseurs, des téléphones intelligents, des visuels de concert ou d'autres choses comme ça. En 2015, on a encore une fois entendu parler de ces études qui peuvent sembler parfois un peu insolites, des chiffres où on nous dit telle chose, c'est dangereux, faites attention. Et toi, tu avais un souhait pour l'année 2016 en terminant. Ouais, si j'avais un souhait pour 2016, en fait, ce serait qu'on arrête de publier des chiffres sans contexte dans les journaux. Les études scientifiques, généralement, ils ont d'assez bons chiffres, sauf que quand on veut en parler au grand public, des fois, les gens, ils vont un peu en diagonale. Des grands titres qu'on a vus cette année, ce serait par exemple la viande rouge donne le cancer, ou plus récemment, les antidépresseurs chez les femmes enceintes peuvent donner l'autisme au bébé. Ça, ces articles-là sont généralement ponctués de chiffres assez effrayants, comme ça peut augmenter de 75% vos risques de développer une maladie. Mais ce qui marche pas quand on parle de ces chiffres-là dans les journaux, contrairement dans des articles scientifiques, c'est qu'on parle pas ici de chiffres absolus. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, tu as des antécédents familiaux et un mode de vie qui te donne, on va dire, une chance sur 1000 de développer un cancer dans ta vie.
Mais si tu manges beaucoup de viande rouge puis que tu augmentes tes risques de 75%, ce que ça donne au final, c'est que tu as juste 1,75 chances sur 1000 c'est pas grand-chose, de développer là. un cancer. Fait que ça reste dans l'absolu, ça reste vraiment petit. Donc, c'est important si vous êtes à risque, mais il faut vraiment pas paniquer. Non, faut pas paniquer. Restons calmes, oui, tout va bien. Tu disais tantôt que tu avais vu Star Wars. Est-ce que tu pourrais dire que c'est quand même la bonne nouvelle de 2015, la sortie de ce film? Tu regardes tout ce qui a été dit, là, la science, nouvelles technologies, ça reste pour toi quand même la meilleure nouvelle? Ben pour moi, ça reste la meilleure nouvelle. Je sais que Neil deGrasse Tyson, qui est un vulgarisateur américain qui est vraiment connu aux États-Unis, fait beaucoup de télé, que lui a dit Star Wars, ça n'a pas de bon sens, mais moi je dis allez juste voir le film, ça vaut la peine, c'est vraiment le fun. T'es vendu, c'est ça. Moi, je suis vendu, ouais. T'es un vrai de ça fait vrai 20 ans fan. que je suis vendu. Renaud Manugara, merci beaucoup d'être venu faire un tour en studio. Merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. Joyeux Noël.